La monarchie britannique a plus de 1000 ans. Presque toutes les maisons royales qui semblaient autrefois invincibles ont fini par tomber en poussière. Les Tudors, les Stuarts et les Plantagenets ont tous connu la gloire. Chacune a terminé dans le désastre. Ces effondrements suivaient toujours les mêmes schémas. Ces schémas incluaient des luttes de pouvoir, des querelles de succession et des changements de foi. Ce n'est pas seulement l'histoire de rois et de reines. C'est l'histoire du cycle du pouvoir lui-même. Restez avec nous. Une fois que vous aurez vu cette chronologie complète, vous ne verrez plus jamais la couronne britannique de la même manière. Alfred de Wessex, plus tard appelé Alfred le Grand, détient une distinction. Aucun autre monarque anglais ne l'a jamais reçue. Lui seul porte le titre officiel de Grand. Ce titre reconnaît à quel point son règne a transformé son royaume. Il a également transformé l'idée même d'un royaume anglais uni. Quand Alfred accéda au pouvoir en 871, l'Angleterre en tant que concept n'existait pas encore. La terre était divisée en royaumes anglo-saxons séparés. Chaque royaume faisait face à une menace violente constante. Les armées vikings frappaient par des raids soudains et une ambition croissante. La principale de ces forces d'invasion fut plus tard appelée la Grande Armée païenne. Cette armée était une coalition de guerriers masses venus de toute la Scandinavie. Ils avaient pour objectif de conquérir l'île purement et simplement. Le défi d'Alfred était existentiel. Le Wessex, son propre royaume, était le dernier bastion majeur restant. Si le Wessex tombait, le monde anglo-saxon aurait pu disparaître complètement. La stratégie d'Alfred contre ses assauts vikings ne se limitait pas au champ de bataille. Elle reposait sur une planification et une organisation approfondie. Il commença à construire une petite flotte. C'étaient les premiers prédécesseurs de la Royal Navy. Cette flotte était conçue pour affronter les Drakkar Vikings en mer. Il établit des villes fortifiées connues sous le nom de burhs. Ces burhs étaient stratégiquement placés pour protéger les terres agricoles et les populations environnantes. Ce n'étaient pas de simples bastions temporaires. C'étaient des avant-postes défensifs soigneusement conçus. Ces avant-postes étaient reliés par des routes. Hommes et ravitaillement pouvaient se déplacer rapidement en temps de crise. Ce système permet au Wessex de résister aux attaques. Mais ces attaques avaient auparavant submergé les colonies individuelles. Dans un sens, Alfred construisit un réseau défensif précoce. Ce réseau rendit possible la survie de son peuple. La défense seule ne pouvait garantir la survie à long terme. Alfred réalisa aussi que l'unité exigeait plus que des murs et des armes. Il investit beaucoup d'énergie dans l'éducation et l'alphabétisation. À une époque où les textes latins portaient la plupart des savoirs européens, Alfred promut des traductions en vieil anglais. Cela garantissait une plus large diffusion des connaissances. Il participa personnellement à ce travail. Il contribua à préserver et à diffuser le savoir à une période que beaucoup considéraient assombrie par la guerre. Son insistance sur l'éducation liait la stabilité politique à une culture et une compréhension partagée. Cela façonna lentement une identité anglaise plus cohérente. Parallèlement à ces réformes culturelles, Alfred mena des efforts dans le domaine du droit. Il codifia des règles et des normes juridiques. Il s'inspira en partie de codes antérieurs et en partie de sa propre vision de la justice. Ces lois renforcèrent l'ordre sur son territoire. Elles réduisirent la dépendance à un pouvoir arbitraire. Elles fournissaient aussi un cadre capable de maintenir une société unie. Cette société était souvent fracturée par des querelles et des loyautés changeantes. Son leadership donna au sujet le sentiment que le roi incarnait non seulement le commandement militaire, mais aussi la justice et l'ordre. Malgré le poids de ses réalisations, Alfred laissa aussi des histoires humaines. Un récit durable le décrit brûlant des gâteaux en se cachant chez un paysan. Il ignorait la nourriture qu'il était censé surveiller. Ces détails nous rappellent que même une figure qualifiée de grande vécut des moments d'humilité.
Son règne prit fin en 899. Il a depuis été rappelé comme le père de la nation anglaise. Il posa les fondations du royaume que d'autres hériteraient. Athelstan, le petit-fils d'Alfred le Grand, est souvent décrit comme le premier vrai roi d'une Angleterre unifiée. Son règne commença en 924. Il rassembla les divers royaumes anglo-saxons et celtiques sous une seule autorité. Aucun prédécesseur n'avait réussi cela auparavant. Pour la première fois, l'autorité d'un monarque s'étendit sur ces terres. Ces terres avaient longtemps été fracturées par le pouvoir local et l'identité régionale. Cette unité n'était pas simplement symbolique. Elle fut imposée sur le champ de bataille. Le plus célèbre fut la bataille de Brunanburh en 937. Là, l'armée d'Athelstan vainquit une coalition de Scots, de Scandinaves et de Bretons. La victoire fut décisive. Elle assura sa place de suzerain d'un royaume anglais émergent. Les chroniqueurs de l'époque rapportèrent Brunanburh comme un moment de signification nationale. Elle fut vue des siècles plus tard comme un affrontement déterminant dans l'histoire anglaise primitive. Au-delà de la guerre, Athelstan positionna sa royauté comme un leadership politique et une tutelle spirituelle. La réforme monastique s'enracina plus profondément. Les monastères gays non seulement préservaient le savoir, mais assuraient aussi des fonctions administratives cruciales. Ces centres de foi aidèrent à projeter l'idée d'un royaume chrétien. C'était plutôt qu'une collection lâche de territoires de seigneurs de guerre. Sa cour reflétait aussi cette ambition. Elle devint l'une des cours les plus cosmopolites d'Europe. Elle attirait des invités de Scandinavie, d'Europe continentale et même de l'Empire byzantin. De tels échanges soulignaient la présence internationale de la couronne anglaise. Cela se produisait à une époque où sa cohésion était encore assez fragile. Les rois qui suivirent renforcèrent et souvent étendirent l'autorité centrale qu'Athelstan avait initiée. Au milieu des Xe et XIe siècles, les chartes royales devinrent un outil important. Ces chartes octroyaient des terres, des privilèges ou des droits. Elles affirmaient aussi la suprématie du roi sur les magnats locaux. Le système juridique continua de se développer. Il apporta plus de cohérence à une société qui dépendait auparavant largement de la coutume locale. Le pouvoir royal à ce stade équilibrait encore la négociation et la force. Cependant, la lente tendance à la centralisation était indéniable. La gouvernance n'était plus seulement une question de puissance martiale. Elle concernait les lois, les archives et l'ordre administratif. Cela faisait du roi non seulement un chef militaire, mais un souverain avec autorité en matière de droit et d'administration. C'est sous Édouard le Confesseur, qui régna entre 1042 et 1066, que la pieuse réputation de la monarchie devint la plus visible. Édouard était rappelé comme profondément religieux. Il laissa une telle impression spirituelle qu'il fut finalement canonisé comme saint. Il fut l'un des très rares rois d'Angleterre honorés de cette manière. Son règne révéla aussi la fragilité des lignées dynastiques. Sans héritier direct, il s'appuya fortement sur ses conseillers. Il forgea des liens étroits avec la Normandie, où il avait passé une grande partie de sa jeunesse. Ces connexions normandes allaient plus tard façonner la crise de succession après sa mort. Quand Édouard mourut en 1066, l'équilibre fragile de l'Angleterre se rompit. L'absence d'un héritier incontesté ouvrit la voie à des revendications concurrentes. Ces revendications venaient non seulement d'Angleterre, mais aussi d'outre-Manche. L'année 1066 commença par une crise de succession. Édouard le Confesseur, le roi anglais, n'en avait pas laissé d'héritier. Sa mort ouvrit le trône à des revendications concurrentes. Harold Godwinson, un puissant noble anglais, fut choisi par l'Assemblée locale. Cependant, deux rivaux le défièrent. L'un était Harald Hardrada de Norvège. L'autre était Guillaume, duc de Normandie. Harold vainquit l'invasion norvégienne à Stamford Bridge. Quelques semaines plus tard, il affronta Guillaume à Hastings.
La bataille fut longue et brutale. Elle se termina par la mort d'Harold et la victoire de Guillaume. Cet unique affrontement transforma l'avenir de la couronne anglaise. Guillaume, plus tard appelé le Conquérant, remodela l'Angleterre. Aucun envahisseur précédent n'avait réussi de telle manière. Il dépouilla la noblesse anglo-saxonne de ses domaines. Il les remplaça par des seigneurs normands loyaux. En peu de temps, l'élite dirigeante parlait français plutôt que le vieil anglais. La propriété foncière fut réorganisée pour assurer la fidélité à la couronne. Le pouvoir fut centralisé sous un système féodal. Chaque domaine était lié à Guillaume directement ou par l'intermédiaire de ses nobles. Pour faire respecter cette règle, il ordonna la construction de centaines de châteaux à Motte et à Basse-Cour à travers la campagne. Ces forteresses de bois et de pierre furent placées stratégiquement près des villes et des rivières. Elles servaient à la fois de bastions militaires et de rappel constant de l'autorité normande. Parmi elles se dressait la Tour de Londres. C'est un symbole de domination qui est resté central dans l'histoire anglaise depuis lors. En 1086, Guillaume supervisa l'achèvement du Domesday Book. Ce fut une enquête d'un détail extraordinaire. Elle enregistra qui possédait quelle terre et combien elle valait. Rien de comparable n'existait nulle part en Europe. Son ampleur fut inégalée pendant des siècles à venir. Chaque village, champ et pièce de bétail qui pouvait être compté fut consigné dans ces pages. Un historien nota son exhaustivité, affirmant que chaque détail était méticuleusement enregistré. Le Domesday Book donna au roi un contrôle sans précédent sur la fiscalité et les ressources. Il reste l'une des réalisations administratives les plus remarquables du monde médiéval. La mort de Guillaume porta son fils Guillaume le II au trône. Il était connu sous le nom de Guillaume le Roux. Il régna pendant 13 ans. Cependant, il mourut subitement lors d'une chasse dans la New Forest en 1100. Mais la cause de sa mort reste incertaine. Il est inconnu s'il s'agissait d'un accident ou d'un assassinat. Son jeune frère Henri s'empara immédiatement de la couronne. Henri Ier se révéla un souverain efficace. Il établit des contrôles plus stricts sur l'administration et les finances. Il créa un trésor royal à Winchester. Il introduisit également l'échiquier. Celui-ci surveillait les revenus et les dépenses plus systématiquement qu'auparavant. Son règne améliora la stabilité après la turbulence de la conquête. Lorsque le roi Henri Ier mourut en 1135, sa ligne de succession était déjà en pleine tourmente. Cela était dû à la tragédie du naufrage de la Blanche-Nef 15 ans plus tôt. Son seul fils légitime s'était noyé dans cette épave. Cela laissa sa fille Mathilde comme héritière légitime. Henri fit jurer fidélité au baron. Cependant, lorsque la couronne devint vacante, beaucoup de ces mêmes hommes reportèrent l'entier et leur soutien sur Étienne de Blois, le neveu d'Henri. La manœuvre rapide d'Étienne pour s'emparer du trône marqua le début d'un long et amer conflit civil. Les historiens appelèrent peu d'années plus tard cette période l'anarchie. L'affrontement entre Étienne et Mathilde dégénéra rapidement en une lutte. Cette lutte sapait toute autorité centrale. Les armées se déplaçaient d'un bout à l'autre du royaume. Les allégeances changeaient constamment. Aucune partie n'obtint de suprématie durable. Les chroniqueurs contemporains décrivirent sombrement cette déliquescence. Ils affirmèrent que pendant ces années, le Christ et ses saints dormaient. Cette phrase traduisait un sentiment de désespoir. La loi et l'ordre s'effondrèrent d'une manière que le royaume n'avait pas connue depuis des générations. L'un des signes les plus visibles de cette agitation fut la montée soudaine des places fortes privées. Les seigneurs et les barons, sentant la faiblesse du pouvoir royal, construisirent des châteaux sans permission. Ils utilisèrent ces fortifications pour dominer les populations locales. Depuis ces bastions, beaucoup agirent comme des barons brigands. Ces barons brigands taxaient, extorquaient et pillaient à volonté. Pour le peuple, ce fut une période de banditisme à l'échelle nationale. Il y avait peu de recours à la justice.
Survivre signifiait endurer le seigneur de guerre qui contrôlait la région. En 1141, Mathilde semblait enfin proche de la victoire. Ses forces capturèrent Étienne lors de la bataille de Lincoln. Le roi étant prisonnier, elle marcha sur Londres. Son triomphe fut de courte durée. La colère contre son comportement autoritaire et les lourdes exigences imposées aux citoyens poussa les habitants de Londres à se soulever contre elle. Cela la força à fuir la ville. En quelques mois, Étienne fut de nouveau libre. La guerre revint à une impasse. Malgré des campagnes répétées, aucun des prétendants ne réussit à obtenir une résolution permanente. Des années de conflits prolongés laissèrent la campagne ravagée et épuisée. Pourtant, de cette impasse émergea un accord qui façonna l'avenir de la monarchie. En 1153, le traité de Wallingford reconnut Étienne comme roi pour le reste de sa vie. De manière cruciale, il garantit que le fils de Mathilde, Henri, lui succéderait. Ce compromis mit fin au combat l'année suivante. Henri devint alors Henri II, le premier des rois plantagenets. Rétrospectivement, l'anarchie se distingue par un fait remarquable. Ce fut l'une des rares fois dans l'Angleterre médiévale où une femme faillit porter la couronne. Cela se produisit des siècles avant Élisabeth Ier. Au milieu du chaos, des récits circulaient sur l'ingéniosité de Mathilde. Une histoire mentionne son audacieuse évasion du château d'Oxford. Elle traversa une rivière gelée au cœur de l'hiver, déguisée en blanc pour se fondre dans la neige. Henri II accéda au trône en 1154. Cela suivit des années de désordre pendant l'anarchie. Son héritage était vaste, s'étendant bien au-delà de l'Angleterre elle-même. Grâce à ses propres droits et à son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, il contrôlait de vastes territoires. Ces terres s'étendaient à travers l'ouest de la France, de la Normandie au nord, aux riches terres d'Aquitaine au sud. Cette domination était si étendue qu'il régnait sur plus de terres françaises que le roi de France. Les historiens l'appelèrent plus tard l'Empire plantagenet. L'Empire plantagenet ne fut jamais une nation unifiée comme l'Angleterre le deviendrait. C'était un assemblage de terres maintenu que par l'autorité du roi. Il reposait sur la loyauté des nobles locaux. Les ambitions d'Henri n'étaient pas seulement territoriales. Il chercha à renforcer le pouvoir royal dans son royaume par d'importantes réformes légales. Sous son règne, le système anglais de common law commença à prendre forme. Au lieu de s'appuyer uniquement sur la coutume locale ou les décisions des seigneurs individuels, ces tribunaux développèrent de nouvelles pratiques. Ces pratiques furent appliquées de manière cohérente dans tout le royaume. Un changement crucial fut l'utilisation de jurys. Dans ce système, des groupes d'hommes locaux étaient invités à témoigner sous serment. Ces développements créèrent un fondement pour la tradition juridique anglaise qui perdurerait pendant des siècles. Thomas Becket, autrefois un ami proche et conseiller, résista aux tentatives d'Henri de contrôler l'autorité de l'Église. Leur rivalité dura des années. Puis, en 1170, Becket fut assassiné à l'intérieur de la cathédrale de Canterbury. Des chevaliers, croyant servir la volonté du roi, commirent cet acte. Le choc public fut immense. Henri fut contraint à la pénitence. Cela incluait un rituel où il entra pieds nus à Canterbury. Il permit également à des moines de le fouetter en signe d'expiation. Les efforts d'Henri pour étendre son influence furent sapés par des querelles au sein de sa propre famille. Ses fils, menés par le futur Richard Cœur de Lion, se rebellèrent contre lui plus d'une fois. Geoffroy et Jean se joignirent parfois à eux. Leur mère, Aliénor, encouragea parfois ces rébellions. Ces rébellions privèrent son règne de stabilité. Elles laissèrent des fractures qui façonnèrent la succession à venir.
Lorsque Richard Ier devint roi en 1189, il acquit rapidement une réputation de guerrier. La majeure partie de son règne se déroula hors d'Angleterre. Il commanda des forces lors de la Troisième Croisade. Ses exploits en Terre Sainte lui valurent le titre durable de Cœur de Lion. Pourtant, ses longues absences laissèrent l'Angleterre fortement taxée. Cette taxation soutenait les campagnes à l'étranger. Lors de son voyage de retour, il fut capturé en Autriche. Sa libération exigea une rançon si lourde qu'elle faillit ruiner son royaume. Le frère de Richard, Jean, hérita du trône en 1199. Contrairement à Richard, le règne de Jean fut marqué par l'échec. Il perdit la Normandie et une grande partie des terres françaises de l'Angleterre. Il imposa des taxes écrasantes. Il se querella avec les barons et l'Église. En 1215, ces barons le forcèrent à accepter la Magna Carta. Cette charte limitait le pouvoir du roi et garantissait certains droits. Un an plus tard, alors que son règne s'effondrait davantage, Jeanne aurait perdu les joyaux de la couronne dans un marais appelé The Wash. Qu'elle soit vraie ou non, l'histoire symbolisait le déclin de sa royauté. Il mourut en 1216. Cela laissa la couronne à son fils de 9 ans, Henri III. Henri III accéda au trône enfant en 1216. Il régna pendant plus de 50 ans. Ce fut l'un des plus longs règnes de l'Europe médiévale. Son style de royauté personnelle, cependant, créa des tensions avec les barons qui avaient soutenu sa première régence. Henri dépensa beaucoup d'argent dans des projets de construction coûteux, comme l'abbaye de Westminster. Il s'entoura de parents et de conseillers étrangers. Sa cour devint connue pour ses dépenses somptueuses. Cela se produisit à une époque où son royaume pouvait difficilement se le permettre. Le ressentiment augmenta régulièrement. Beaucoup de nobles commencèrent à se demander si leur roi agissait dans l'intérêt du royaume. En 1258, cette frustration donna naissance aux provisions d'Oxford. Ce fut une tentative pionnière des barons pour limiter le pouvoir royal. Ces réformes introduisirent un conseil de 15 hommes choisis par la noblesse pour guider la politique. Cela marqua l'un des premiers pas vers des limites constitutionnelles structurées à la monarchie en Europe. La lutte entre le roi et le conseil baronial dégénéra rapidement en conflit ouvert. Le leadership de l'opposition revint à Simon de Montfort. En 1265, il convoqua un parlement. Pour la première fois, ce parlement incluait des représentants des villes ainsi que des chevaliers des comtés. Bien que de Montfort fût finalement vaincu et tué, son parlement établit un précédent. Ce précédent ouvrit la voie à une base plus large de participation politique. Il fit remonter les origines de la tradition parlementaire anglaise à cette période turbulente. À la mort d'Henri en 1272, le trône passa à son fils, Édouard Ier. Il fut plus tard connu sous le nom de Longshanks. D'une stature imposante, mesurant, dit-on, près de 2,10 mètres, Édouard imposa son autorité par la loi et la conquête. Il mena la guerre au pays de Galles. Il construisit une chaîne de châteaux redoutables pour maintenir le contrôle anglais. Il lança de dures campagnes contre l'Écosse. Cependant, la conquête à long terme lui échappa. Ces réformes légales standardisèrent davantage l'administration. Cela consolida de nombreuses avancées initiées par les premiers rois plantagenets. Pourtant, Édouard fut aussi responsable de l'une des mesures les plus sombres de son règne. En 1290, il ordonna l'expulsion de tous les Juifs d'Angleterre. Ce fut la première expulsion d'une telle ampleur dans l'histoire européenne. Ce fut une interdiction qui durerait des siècles. Son fils, Édouard II, représenta un contraste frappant. Un leadership faible et sa dépendance envers des compagnons impopulaires érodèrent net sa position parmi les nobles et les soldats. Le désastre de Bannockburn en 1314 marqua le point le plus bas de son règne. À Bannockburn, les forces écossaises sous Robert the Bruce écrasèrent l'armée anglaise. Finalement,
Une rébellion menée par son épouse Isabelle et son allié Roger Mortimer força son abdication. Édouard II connut une fin sombre en captivité. Édouard III, qui commença à régner en 1327, restaura une grande partie de l'autorité que la couronne avait perdue. Sa revendication au trône de France déclencha la guerre de Cent Ans en 1337. Il fonda également l'ordre de la Jarretière pour renforcer la loyauté de l'élite. Même ainsi, la peste noire entre 1348 et 1350 dévasta le royaume. Des tensions de succession non résolues à sa mort préparèrent le terrain pour une crise sous son petit-fils, Richard II. Richard II devint roi en 1377, alors qu'il n'avait que 10 ans. En raison de sa jeunesse, le gouvernement reposait entre les mains de ses oncles et de puissants nobles. Ces hommes agirent comme régents. Leur influence façonna ses premières années. Cependant, la pression d'une lourde taxation atteignit bientôt un point de rupture. L'Angleterre se remettait encore de la dévastation de la peste noire. Cette peste avait drastiquement réduit la main-d'œuvre. Pour maintenir les revenus royaux, de nouvelles taxes par tête furent imposées directement aux individus, pas seulement aux propriétaires fonciers. Ces taxes frappèrent le plus durement les paysans. Ils étaient les moins à même de les supporter. Le résultat fut la révolte des paysans, qui eut lieu en 1381. Ce fut l'un des soulèvements les plus dramatiques de l'Angleterre médiévale. Des groupes armés de toute la campagne marchèrent sur Londres sous la direction de Wat Tyler. Ils exigèrent la fin du servage, des taxes plus basses et la réforme des fonctionnaires corrompus. La ville éclata en violence alors que les rebelles prenaient d'assaut des bâtiments. Ils exécutèrent également certains des officiers du roi. Ce fut à ce moment, malgré son jeune âge, que Richard fit preuve de confiance. Rencontrant les rebelles à Smithfield, il les confronta personnellement. Il promit des réformes qui calmèrent brièvement la situation. Bien que ces promesses furent retirées plus tard, son calme ce jour-là lui valut l'admiration. Cela lui donna aussi une réputation de courage. Dans les années qui suivirent, l'approche de Richard en matière de royauté commença à changer. Il s'appuya de plus en plus sur un petit cercle de favoris de confiance. Cela mit de côté la noblesse plus large. Cette forme de gouvernement restreinte engendra suspicion et ressentiment. Il promut une cérémonie élaborée à la cour. Il se positionna comme un souverain à part de ses sujets. Richard insista même pour être appelé « Son Altesse ». Il introduisit un nouveau style d'imagerie royale, conçu pour élever son autorité personnelle. Ces changements soulignèrent sa croyance dans le droit divin des rois. Ce principe entra en conflit avec les attentes de nombreux nobles. Les nobles se considéraient comme des partenaires au gouvernement. La relation de Richard avec l'aristocratie se détériora davantage à cause de disputes sur les terres, les revenus et les punitions. Le conflit le plus dangereux survint avec Henry Bolingbroke, le fils de Jean de Gand. Lorsque Bolingbroke contesta les décisions de la couronne, Richard l'envoya d'abord en exil. Puis Richard prit la mesure plus drastique de le déshériter. En privant un noble puissant de ses terres illégitimes, Richard provoqua l'opposition. Cette opposition se transforma en rébellion ouverte. En 1399, Bolingbroke retourna en Angleterre. Il revint avec le soutien des principaux barons. Richard fut capturé sans grande résistance. Il fut forcé de renoncer à la couronne et fut emprisonné. Sa mort suivit peu après dans des circonstances incertaines. Il y avait des soupçons qu'il fût assassiné ou laissé mourir de faim. La chute de Richard marqua un tournant. Son règne ébranla profondément les idées sur la royauté. D'une part, il fit avancer l'utilisation de la propagande personnelle. Il mit l'accent sur le droit divin. D'autre part, sa déposition démontra qu'un roi pouvait être destitué. Cela était possible si son règne perdait sa légitimité. Avec le couronnement d'Henry Bolingbroke comme Henri IV,
la couronne passa à la maison de Lancastre. Cela commença un nouveau chapitre de lutte dynastique. Henri IV commença son règne en 1399. Il força son cousin, Richard II, à abdiquer. Cet acte lui donna la couronne. Cependant, cela laissa sa position incertaine. Beaucoup considérèrent seulement l'usurpation illégale. Une rébellion suivit presque immédiatement. Une rébellion significative vint d'Henry Hotspur Percy. Il était un ancien allié qui se retourna contre le roi. Le soulèvement se termina à la bataille de Shrewsbury en 1403. Le roi combattit personnellement et échappa de justesse à la mort. Bien qu'Henri sortît victorieux, les défis à sa légitimité ne prirent pas fin. Des troubles persistants affligèrent son règne. Il souffrit également de problèmes de santé récurrents. Ceux-ci le laissèrent fatigué et défiguré. Son règne fut toujours instable. La lignée de Lancastre ne se débarrassa jamais de l'ombre de la manière dont elle avait d'abord obtenu le pouvoir. Son fils, Henri V, hérita du trône en 1413. Il contrastait fortement avec les difficultés de son père. Dès le début, il se concentra sur la réaffirmation de son autorité. Cela englobait le pouvoir intérieur et international. Le moment décisif arriva en 1415, lors de la bataille d'Azincourt. Il combattit une armée française bien plus nombreuse. Les archers anglais jouèrent un rôle décisif. Ils abattirent des vagues de chevaliers qui avançaient. La victoire devint légendaire. Azincourt fut suivi d'une longue campagne. Cela apporta de nouveaux triomphes. En 1420, Henri imposa le traité de Troyes. Cet accord lui accorda la reconnaissance comme héritier du trône de France. Il fut également reconnu comme régent de France. L'accord déshérita effectivement le dauphin, fils du roi de France. Cela éleva le prestige d'Henri à de nouveaux sommets. Cependant, sa vie fut écourtée en 1422. Il mourut à seulement 35 ans. Il laissa un fils en bas âge comme successeur. Henri VI hérita du trône avant son premier anniversaire. Le gouvernement passa aux mains de régents et de nobles. Cet arrangement fragile ne put préserver les réalisations de son père à l'étranger. Au cours des décennies suivantes, les forces anglaises perdirent de larges pans de territoire en France. Cela incluait presque toutes les possessions, à l'exception de Calais. Au pays, le tempérament doux et passif d'Henri était évident. Le pouvoir glissa entre les mains de factions rivales. À l'âge adulte, sa santé mentale se détériora. Il souffrait de crises de catatonie. Celle-ci le rendait incapable de régner. Pendant des mois, il ne pouvait ni parler ni reconnaître son entourage. Durant ces périodes, des familles nobles rivales se disputèrent de l'influence. Plus particulièrement, les maisons de Lancastre et d'York s'affrontèrent. Édouard IV revendiqua le trône en 1461. Il vainquit les forces lancastriennes d'Henri VI. Cela mit fin à des années d'instabilité sous un roi dont la maladie empêchait le gouvernement. La victoire d'Édouard à Towton fut particulièrement brutale. Cette bataille fut l'une des plus sanglantes jamais livrées sur le sol anglais. Elle établit la domination yorkiste. Son ascension marqua une nouvelle phase des guerres des Roses. Cependant, la question de la légitimité était loin d'être réglée. Henri VI était toujours vivant. Ceux qui étaient loyaux à Lancastre continuèrent de résister. S'ensuivirent des décennies de lutte. La couronne changea de mains à plusieurs reprises. Cela reflétait la fragilité de l'autorité royale. Le conflit entre York et Lancastre se déroula dans un cycle de déposition et de restauration. Le début du règne d'Édouard fut interrompu en 1470. Une rébellion soutenue par Richard Neville, le puissant comte de Warwick, restaura brièvement Henri VI. Cependant, Édouard revint en moins d'un an. Il se rétablit comme roi après des victoires décisives. Cela assura le déclin de Lancastre. Warwick tomba au combat.
Le seul fils de Henry mourut à Tewkesbury. Henry lui-même mourut rapidement en détention. Le contrôle d'York semblait maintenant assuré. Cependant, des divisions à la cour couvaient toujours sous la surface. Une source majeure de discorde était le mariage secret d'Édouard. Il épousa Elizabeth Woodville en 1464. Élisabeth était une veuve issue d'une famille lancastrienne. Son élévation fit entrer sa grande famille dans la politique de la cour. Mais de nombreux nobles établis ressentirent l'ascension soudaine du clan Woodville. Ils les considéraient comme des rivaux accaparant la faveur royale. Les tensions qui en résultèrent affaiblirent la capacité d'Édouard à maintenir l'unité. La suspicion envers les parents de sa reine ne disparut jamais. Quand Édouard mourut subitement en 1483, son fils aîné Édouard V n'avait que 12 ans. Le court règne du garçon devint controversé presque immédiatement. Lui et son jeune frère furent placés dans la Tour de Londres. Tous deux disparurent de l'histoire enregistrée. La mémoire populaire les considère comme les princes de la Tour. Leur disparition demeure l'un des mystères les plus débattus de l'histoire anglaise. Leur oncle, Richard, duc de Gloucester, déclara leur naissance illégitime. Il s'empara de la couronne en tant que Richard III. Il promit des réformes, gagnant un soutien initial. Le règne de Richard, cependant, tourna rapidement au vinaigre. Il dut faire face à une rébellion. La suspicion quant au sort de ses neveux grandit. Le mécontentement augmenta également. En 1485, son règne prit fin à la bataille de Bosworth Field. L'armée d'Henry Tudor le vainquit de manière décisive. Richard fut tué sur le champ de bataille. Il devint le dernier roi anglais à mourir au combat. Des siècles plus tard, en 2012, ses restes furent acquis en découvert sous un parking à Leicester. Ce fut un rappel extraordinaire de la fin de son règne. Édouard IV fut rappelé pour sa stature imposante et sa présence charismatique. Il fut à plusieurs reprises le plus grand roi anglais jusqu'au XXe siècle. Avec la mort de Richard III, la dynastie Tudor émergea sous Henri VII. Cela clôtura l'une des périodes les plus violentes et incertaines de la monarchie anglaise. Henri Tudor vainquit Richard III à la bataille de Bosworth Field en 1485. Cela mit fin à des décennies de conflits civils qui avaient déchiré l'Angleterre. En revendiquant la victoire ce jour-là, il ne gagna pas seulement la couronne. Il ferma également le long chapitre des guerres des Roses. Avec son couronnement en tant qu'Henri VII, une nouvelle dynastie commença, les Tudors. Pourtant, son emprise sur le pouvoir restait fragile. Beaucoup doutaient encore de la légitimité de sa prétention. Par conséquent, sa première priorité fut de renforcer sa légitimité. Il utilisa le mariage et la politique pour y parvenir. En épousant Élisabeth d'York, fille d'Édouard IV, Henri unit les maisons de Lancastre et d'York. Cette union symbolisait la fin de la lutte dynastique qui avait épuisé le royaume pendant des générations. Le règne d'Henri mettait l'accent sur la prudence et le calcul. Il comprit que l'Angleterre ne pouvait pas supporter une autre guerre prolongée entre prétendants rivaux. Il travailla méthodiquement pour assurer son autorité. Son attention se tourna vers la restauration des finances de la monarchie et la construction de la stabilité. Les dirigeants précédents avaient laissé la couronne lourdement endettée. Henri géra le trésor royal avec soin. Il percevait des taxes et imposait des amendes. À la fin de son règne, la richesse de la couronne était devenue l'une des plus importantes de l'histoire anglaise. Ceci contrastait fortement avec la monarchie endettée qui l'avait précédée. Cela se distinguait également des problèmes financiers que ses successeurs rencontreraient plus tard. L'une des méthodes centrales d'Henri pour contrôler la noblesse fut l'utilisation de cautions et de reconnaissance. C'étaient des accords légaux qui forçaient les nobles à engager de grandes sommes en garantie de leur loyauté. Le non-respect pouvait ruiner même les seigneurs les plus riches. Pour beaucoup, cela semblait oppressif.
Henri y voyait un outil nécessaire pour affaiblir les sujets trop puissants. Ces sujets s'étaient habitués à contester l'autorité royale. Pour faire respecter ces mesures, il s'appuya également sur la cour de la Chambre étoilée. Cet organisme jugeait les seigneurs puissants qui échappaient normalement à la justice dans les tribunaux traditionnels. Ces deux innovations renforcent l'image d'un roi qui plaçait la sécurité du trône au-dessus de tout. Henri rechercha des alliances avec les grandes puissances européennes par des mariages soigneusement arrangés. Son fils aîné Arthur fut fiancé à Catherine d'Aragon. Elle était la fille des monarques espagnols, Ferdinand et Isabelle. Ce mariage lia l'Angleterre à l'Espagne, une force montante sur le continent. Cela signalait l'intention d'Henri d'établir fermement sa dynastie dans la politique européenne. Cependant, la tragédie frappa en 1502. Arthur, âgé de 15 ans, mourut subitement. Cela laissa le deuxième fils d'Henri, également nommé Henri, comme héritier. Cet événement unique modifia l'avenir de la dynastie. Il ouvrit la voie à l'un des rois les plus célèbres d'Angleterre. Henri VII comprit également l'importance du symbolisme. Il introduisit la rose Tudor rouge comme un puissant emblème. Elle représentait l'unité entre Lancastre et York. L'image se répandit sur les pièces de monnaie, les bâtiments et les documents royaux. Cela rappelait constamment aux gens que son autorité reposait sur la réconciliation et la conquête. Quand Henri mourut en 1509, il laissa derrière lui la paix, des finances solides et un jeune héritier. Ces conditions permirent l'âge dramatique d'Henri VIII qui suivit. Quand Henri VIII accéda au trône en 1509, il apparut comme l'image même d'un souverain de la Renaissance. Il était grand, athlétique et bien éduqué. Il parlait plusieurs langues et étudiait la théologie. Il se présentait à la fois comme un guerrier et un intellectuel. Il était fier des tournois. Là, il brillait comme un jouteur habile. Il composait aussi de la musique. Il écrivit même des chansons de cour qui devinrent populaires de son vivant. Son charme et son charisme lui valurent de l'admiration au pays et la reconnaissance à l'étranger. Beaucoup espéraient que son règne marquerait un âge d'or de stabilité et de force. Cela faisait suite au gouvernement prudent et économe de son père, Henri VII. Très tôt dans son règne, cependant, la question de la succession commença à définir son pouvoir. Son mariage avec Catherine d'Aragon, la veuve de son frère aîné Arthur, semblait une alliance solide. Après des années de mariage, cependant, le couple ne parvint pas à produire d'héritier mâle survivant. Ils eurent une fille, Marie. Cependant, Henri devint de plus en plus obsédé par l'idée qu'un fils seul pouvait sécuriser la lignée Tudor. Dans les années 1520, Catherine avait dépassé l'âge de procréer. Henri commença à être obsédé par une annulation. Il était convaincu que leur mariage était invalide parce qu'elle avait été mariée à son frère. Quand le pape refusa d'accorder l'annulation, Henri chercha une solution. Cette solution remodela le royaume. Rejetant l'autorité papale, il orchestra une rupture avec Rome. Il s'établit comme chef de la nouvelle Église d'Angleterre. Cet acte de suprématie en 1534 plaça la doctrine religieuse et la richesse de l'Église sous son contrôle direct. Au cours des années suivantes, les monastères furent dissous. Des milliers de maisons monastiques furent fermées. Elles furent dépouillées de leurs terres. Ces propriétés, qui appartenaient autrefois à l'Église, furent vendues ou octroyées à la royauté. Cela enrichit la couronne à une échelle jamais vue en Angleterre. Le transfert soudain de richesses déstabilisa les communautés locales qui dépendaient de la charité monastique. Simultanément, cela renforça l'emprise d'Henri sur le pouvoir. Sa vie personnelle continua de dominer la politique. Il se maria 6 fois. Chaque union formait ou rompait des alliances. Anne Boleyn, sa deuxième femme, fut exécutée après 3 ans de mariage. Elle fut accusée d'adultère et de trahison. Jeanne Seymour la suivit. Elle donna naissance à son héritier mâle tant désiré,
Édouard. Cependant, elle mourut peu après. Les mariages futurs ne firent rien qu'ajouter à la turbulence, s'avérant coûteux pour ses épouses et sa cour. Derrière ces changements se tenaient d'ambitieux conseillers. Parmi eux figuraient le cardinal Thomas Wolsey, l'homme d'État Thomas More et le réformiste Thomas Cromwell. Chacun s'éleva rapidement. Cependant, ils tombèrent finalement de manière spectaculaire lorsqu'ils ne servirent plus ses objectifs. L'immense richesse provenant des monastères était autrefois considérée comme inépuisable. Elle fut versée dans des campagnes militaires et de grands palais. Au moment de la mort d'Henri en 1547, le trésor était épuisé. Son corps autrefois athlétique était maintenant marqué par l'obésité, des ulcères et une santé déclinante. Pourtant, malgré tous ses efforts, l'avenir Tudor dépendait de son fils de 9 ans, Édouard. Édouard était un garçon trop jeune pour régner sans tuteur. La dynastie qu'Henri avait si férocement combattue pour sécuriser était plus fragile que jamais. Édouard VI devint roi en 1547 à seulement 9 ans. Il était bien trop jeune pour gouverner seul. L'autorité réelle reposait sur des protecteurs adultes. D'abord, son oncle Edward Seymour, duc de Somerset, détenait le pouvoir. Plus tard, John Dudley, duc de Northumberland, prit le contrôle. Les deux hommes cherchèrent à guider le nouveau roi. Ils cherchaient également à sécuriser leur propre position. La cour restait instable après le règne turbulent de son père. Cette régence signifiait que le jeune roi avait peu de contrôle actif. Pourtant, son règne est rappelé pour les changements dramatiques qu'il apporta à la religion en Angleterre. Le développement le plus frappant fut l'accélération de la réforme protestante. Le latin, qui avait dominé les services religieux pendant des siècles, fut remplacé par l'anglais. Une nouvelle liturgie, le livre de la prière commune, standardisa le culte dans tout le royaume. Cela ancra l'identité protestante dans la vie paroissiale. Ces changements visaient l'unité. Cependant, le rythme de la réforme inquiéta beaucoup de personnes attachées aux traditions plus anciennes. Le passage des rituels familiers créa de la confusion. La suppression des images, des reliques et des pratiques établies de longue date dépouilla les églises paroissiales. Cela leur retira une grande partie de leur caractère ancien. Ce bouleversement coïncida avec des problèmes sociaux et économiques plus larges. L'élevage au vin commença à dominer l'agriculture anglaise. Cela entraîna l'enclosure des terres communales. Des milliers de locataires plus pauvres se retrouvèrent déplacés. Ceci, combiné à l'inflation et aux pénuries alimentaires, alimenta le ressentiment. Le rapide changement religieux contribua également à cette colère. En 1549, la rébellion de Kent éclata dans le Norfolk. Là, les paysans démolirent les enclosures et exigèrent un traitement équitable. La rébellion fut réprimée. Cependant, elle démontra le mécontentement qui couvait dans tout le pays. Elle affaiblit également la position de Somerset, menant à sa chute. Northumberland accéda ensuite au pouvoir. La propre santé d'Edward détermina bientôt l'avenir du roi. Au milieu de son adolescence, il était gravement malade, très probablement de tuberculose. Face à la mort à seulement 15 ans, il tenta d'empêcher la couronne de revenir à sa demi-sœur Mary, une catholique dévote. Au lieu de cela, il modifia la succession en faveur de Lady Jane Grey, la belle-fille protestante de Northumberland. Cette manœuvre politique visait à garantir la réforme religieuse. Cependant, elle s'effondra presque instantanément. Mary affirma rapidement sa revendication. Lady Jane Grey, que l'on retient comme la reine de 9 jours, fut déposée après un peu plus d'une semaine. Mary restaura le catholicisme romain. Elle épousa Philippe II d'Espagne. Cette union fut perçue avec méfiance par beaucoup, qui craignaient que l'Angleterre ne devienne subordonnée aux intérêts espagnols. Son règne marqua un net revirement. Les protestants, qui refusaient de se rétracter,
furent exécutés par le bûcher. Près de 300 décès furent enregistrés durant ses 5 années sur le trône. Cette persécution lui valut le surnom durable de Bloody Mary. Sa politique étrangère accentua son impopularité. En 1558, l'Angleterre perdit Calais. Ce fut sa dernière possession territoriale en France. Calais avait été un symbole de fierté nationale pendant 200 ans. Pourtant, l'importance de Mary était indéniable. Elle fut la première femme à gouverner l'Angleterre de plein droit. Elle ne régna pas par l'intermédiaire de son mari, ni comme substitut pour un fils. Elle démontra également des capacités intellectuelles remarquables. Elle lisait et parlait couramment le latin, le français et l'espagnol. Mary mourut sans enfant plus tard cette même année. Elle laissa la couronne à sa demi-sœur Élisabeth. Cette transition lança l'un des règnes les plus célèbres de l'histoire anglaise. Élisabeth accéda au trône en 1558. Ceci survint après l'une des décennies les plus troublées de l'histoire anglaise. Son frère Edward avait poussé le royaume vers une réforme protestante radicale. Sa sœur Mary avait restauré le catholicisme avec une sévérité intransigeante. Quand Élisabeth hérita de la couronne à seulement 25 ans, elle fit face à une nation lasse des bouleversements religieux. Cependant, la nation était également divisée quant à la voie à suivre pour l'avenir. Elle rétablit le protestantisme par l'intermédiaire du règlement religieux élisabétain. Ceci rendit l'Église d'Angleterre obligatoire. Cependant, cela laissa suffisamment de place pour certaines pratiques traditionnelles visant à réduire les conflits. Cette décision ne mit pas fin à la division. Pourtant, elle stabilisa l'Angleterre par rapport aux années précédentes. En tant que femme dirigeant dans un monde dominé par les hommes, Élisabeth comprit les dangers du mariage. Elle comprit également les attentes de sa cour et des puissances étrangères. Au lieu de s'engager avec un mari qui pourrait dominer son autorité, elle adopta l'image de la Reine Vierge. En se présentant comme une souveraine mariée seulement à sa nation, elle évita les alliances contraignantes. De telles alliances auraient pu affaiblir son indépendance. En même temps, cette image devint un outil de propagande. Ce fut un symbole de pureté et de force. Les courtisans la célébrèrent dans des fastes, et les poètes la louèrent en vers. Son statut de célibataire engendra des spéculations infinies. Cependant, cela lui permet aussi de maintenir un contrôle inégalé sur son trône. En matière d'affaires étrangères, Élisabeth fit preuve de prudence sans jamais paraître faible. Elle retarda souvent toute action décisive. Elle évalua les risques de guerre avec l'Espagne ou la France. Elle apporta également un soutien discret aux mouvements protestants du continent. Cela inclut la révolte hollandaise contre la domination espagnole. Ces politiques frustraient parfois les alliés qui désiraient une intervention militaire plus forte. Cependant, ces politiques préservèrent les ressources anglaises tout en renforçant son autorité. L'un de ses plus grands défis intérieurs fut Mary, reine d'Écosse. La revendication de Mary sur la couronne anglaise fit d'elle le centre des complots catholiques. Elle était un potentiel symbole de rébellion. Après des années d'emprisonnement, Élisabeth autorisa à contre-cœur son exécution en 1587. Face à des preuves indéniables de l'implication de sa cousine dans des conspirations contre elle, ce fut une décision difficile. En 1588, l'Espagne lança son armada. Elle envoya des centaines de navires pour escorter une force d'invasion à travers la Manche. Les tactiques navales anglaises, une météo défavorable et les défaillances logistiques espagnoles se combinèrent pour donner à Élisabeth une victoire décisive. La défaite de l'Armada marqua un tournant. Elle signala l'émergence de l'Angleterre comme une puissance navale formidable. Cela offrit à Élisabeth un héritage durable de triomphe face à des chances écrasantes. Le règne d'Élisabeth fut également témoin d'un épanouissement culturel. Les théâtres de Londres prospérèrent avec les œuvres de Shakespeare,
Marlowe et d'autres. Pendant ce temps, des explorateurs comme Francis Drake portèrent l'influence anglaise à travers le globe. Ils le firent par des voyages de commerce et de pillage. Au-delà de la politique et de la guerre, Élisabeth elle-même incarna les idéaux de la Renaissance. Elle parlait couramment 6 langues. Elle composa même ses propres discours au Parlement. Sa vie de cour employait délibérément le spectacle. Des robes somptueuses, des bijoux éblouissants et des rituels chorégraphiés projetaient un sentiment de majesté. Ceci renforça son pouvoir autant que les armées ou les navires. Elle régna pendant 44 ans. En 1603, Élisabeth mourut sans enfant. Cela mit fin à la dynastie Tudor. La couronne passa à son cousin Jacques, le 6e d'Écosse. Ceci unit pour la première fois 2 royaumes sous un seul monarque. En 1603, la mort d'Élisabeth la première sans enfant mit fin à la dynastie Tudor. La couronne anglaise passa à son cousin Jacques, le 6e d'Écosse. Il devint Jacques le 1er d'Angleterre. Ceci créa ce qui fut appelé l'Union des couronnes. Pour la première fois, l'Angleterre et l'Écosse partagèrent un monarque. Ce ne fut pas une unification complète. Les 2 royaumes conservèrent leurs lois, traditions et parlements. Il s'agissait plutôt d'une union personnelle. Un roi régnait sur 2 États distincts. Cet arrangement donna à Jacques une autorité sur un royaume plus vaste. Cependant, il apporta également de nouveaux défis. Les 2 nations le partageaient, mais elles ne partageaient pas un gouvernement commun. Jacques arriva avec de grandes attentes. Beaucoup espéraient que son règne apporterait la stabilité après le long règne d'Élisabeth. Pourtant, un conflit avec le Parlement surgit presque immédiatement. Cela était dû à sa croyance en le droit divin des rois. Il considérait son autorité comme un don de Dieu. Il pensait qu'aucun corps terrestre ne pouvait la restreindre. Ceci entra en conflit avec les membres du Parlement. Il croyait que les pouvoirs du roi devaient être guidés par le Conseil et limités par la loi. Ces désaccords n'éclatèrent pas en conflit ouvert durant son règne. Cependant, la tension ne disparut jamais. Les divisions religieuses se poursuivirent également. Les catholiques avaient subi des discriminations depuis la rupture d'Henri le VIIIe avec Rome. Beaucoup espéraient que Jacques adoucirait les lois. Au lieu de cela, la déception se transforma en colère. En 1605, certains hommes cherchèrent une solution violente. Robert Catesby et un groupe de conspirateurs, dont Guy Fawkes, prévoyaient de détruire le roi et le Parlement. Ils avaient l'intention de placer des explosifs sous la Chambre des Lords. Leur tentative échouée est connue sous le nom de « conspiration des poudres ». Elle mena à de sévères répressions contre les catholiques. Elle renforça également la suspicion à leur égard pendant des générations. En même temps, Jacques tenta de consolider son image de pacificateur. Il mit fin à la guerre de longue date avec l'Espagne. Il évita généralement de plonger l'Angleterre dans les conflits continentaux. Cela même alors que la guerre de 30 ans consumait une grande partie de l'Europe. Sa réalisation la plus durable fut culturelle, plutôt que militaire. En 1611, la Bible du roi Jacques fut publiée. Ce ne fut pas la première traduction en anglais. Cependant, elle fut écrite avec une précision et un rythme remarquables. Au fil du temps, elle façonna le culte protestant. Elle devint l'un des textes les plus influents de la langue anglaise. Jacques lui-même avait un caractère compliqué. Il avait survécu à des dangers dès sa naissance. Enfant, il échappa de peu à la mort lorsque son père fut tué dans une explosion. Cette explosion détruisit une partie de la résidence familiale. Plus tard dans sa vie, il développa une fascination pour le surnaturel. Il écrivit même un livre intitulé « Démonologie ». Ce livre exposait ses vues sur les sorcières et encourageait leur poursuite. Malgré ses excentricités, il maintint un règne relativement calme. Cela fut comparé aux bouleversements qui le précédèrent et le suivirent.
Quand il mourut en 1625, la couronne passa à son fils Charles Ier. Les luttes de ce souverain avec le Parlement s'avéreraient bien plus explosives. Charles Ier hérita de la couronne anglaise en 1625. Il entra presque immédiatement en conflit avec le Parlement. Les différends portaient sur les finances, la politique étrangère et sa conception de l'autorité royale. Il avait besoin de fonds pour des guerres coûteuses contre l'Espagne et plus tard la France. Cependant, le Parlement refusa de lui accorder les sommes importantes qu'il recherchait. Les membres soutenaient que le roi devait rendre compte de ses dépenses avant de recevoir de nouvelles subventions. Cette lutte sur la fiscalité affaiblit la confiance des deux côtés. Elle prépara également le terrain pour un conflit plus profond. Ce qui aurait pu être un désaccord temporaire évolua en une crise constitutionnelle prolongée. La croyance de Charles Ier en le droit divin des rois ne fit qu'élargir le fossé. Il était convaincu que son autorité venait directement de Dieu. Par conséquent, son autorité était incontestable. Lorsque la Chambre des communes insista pour des restrictions à son pouvoir, il répondit en dissolvant le Parlement. Après 1629, il prit la mesure extraordinaire de gouverner sans Parlement du tout. Pendant 11 ans, il régna seul dans ce qui fut appelé le règne personnel. Cette période lui permit d'opérer par des décrets royaux et des méthodes de taxation alternatives, comme l'impôt du navire. Ces politiques générèrent des revenus. Cependant, elles suscitèrent du ressentiment, car beaucoup les considéraient comme des exigences illégales imposées sans consentement. La religion ajouta des frictions supplémentaires. Charles épousa Henriette Marie de France, une princesse catholique. Il promut des cérémonies au sein de l'Église d'Angleterre qui ressemblaient étrangement aux pratiques catholiques. Son archevêque de Canterbury, William Laud, fit avancer des réformes. Ces réformes mettaient l'accent sur le rituel et la hiérarchie. Pour de nombreux protestants, en particulier les puritains, ces mesures étaient alarmantes. La résistance fut encore plus forte au nord de la frontière. En Écosse, Charles tenta d'imposer le livre de prière anglican, déclenchant une désobéissance généralisée. Les guerres des évêques, de 1639 à 1640, brisèrent son règne personnel de 11 ans. Ce conflit força le rappel du Parlement pour obtenir des fonds. La réconciliation s'est avérée impossible. En 1642, les différends entre le roi et le Parlement avaient éclaté en guerre ouverte. Les partisans de la monarchie, connus sous le nom de royalistes ou de cavaliers, se sont ralliés pour défendre l'autorité traditionnelle. Leurs adversaires, les parlementaires ou têtes rondes, se sont battus pour les droits du roi parlementaire et une réforme religieuse plus profonde. Le conflit s'est rapidement étendu à toute l'Angleterre, brisant les communautés et les familles locales. Alors que la lutte se poursuivait, de nouvelles figures sont apparues. Parmi elles se trouvait Oliver Cromwell. Son leadership discipliné et sa conviction religieuse ont contribué à la création de la nouvelle armée modèle. Contrairement aux anciennes levées féodales, cette force était structurée sur le mérite plutôt que sur la naissance noble. Elle est devenue l'arme décisive du Parlement. Elle a vaincu les forces du roi lors d'une série de batailles. Charles Ier fut finalement capturé. Même en détention, il a cherché à tirer avantage. Il a entamé des négociations secrètes avec différentes factions dans l'espoir de reprendre le dessus. Le Parlement a considéré ces doubles jeux comme une trahison impardonnable. En 1649, Charles Ier est devenu le premier et le seul monarque anglais à être exécuté par ses propres sujets pour trahison. Cela faisait suite à son procès et à sa condamnation. Déterminé à projeter de la dignité, il a porté 2 chemises à l'échafaud par un matin froid de janvier. Il a fait cela afin que personne ne prenne ses tremblements pour de la peur. Avec sa mort, la monarchie fut abolie. Une république anglaise fut déclarée sous l'autorité parlementaire. Cependant, elle allait presque immédiatement faire face à ses propres luttes.
L'exécution de Charles Ier en 1649 a choqué l'Europe. Elle a également laissé l'Angleterre sans roi pour la première fois de son histoire. À la place de la monarchie, le Parlement a déclaré la nation une république. Ils ont appelé cette nouvelle république le Commonwealth. Au début, le nouveau régime a promis que le pouvoir reviendrait aux mains des représentants élus. En pratique, le contrôle a rapidement basculé entre différentes factions. L'armée est apparue comme la véritable force derrière l'autorité politique. Cette instabilité a permis à Oliver Cromwell de devenir la figure la plus puissante d'Angleterre. Cromwell était un commandant habile pendant les guerres civiles. En 1653, Cromwell a dissous le Parlement inefficace. Il a ensuite assumé le rôle de Lord Protecteur. Il a refusé la couronne lorsque certains partisans la lui ont offerte, affirmant avoir lutté contre la tyrannie. Néanmoins, sa fonction lui conférait toujours des pouvoirs étendus. Son gouvernement était soutenu par l'armée. Son règne ressemblait beaucoup à une dictature militaire. Au pays, il a fait face à des soulèvements répétés de royalistes qui espéraient restaurer la monarchie. À l'étranger, il a mené des campagnes brutales en Irlande et en Écosse. La prise de Drogheda en 1649, puis celle de Wexford peu après, ont fait des milliers de morts. Ces événements sont considérés comme certains des épisodes les plus durs de son règne. En Écosse, la résistance s'est effondrée après des défaites sur le champ de bataille. Cela a consolidé l'autorité de Cromwell à travers les îles britanniques. La religion a façonné la vie quotidienne sous son gouvernement. Cromwell lui-même était un puritain. Son influence a renforcé le rôle de la moralité protestante dans la politique publique. Les théâtres ont fermé, les divertissements publics ont été restreints et même les célébrations de Noël ont été supprimées. Celles-ci étaient considérées comme des vestiges de superstition plutôt que comme une observance spirituelle. Pour les gens ordinaires, cela signifiait des restrictions plus strictes et une atmosphère sociale plus rigide. Dans le même temps, Cromwell a accordé plus de liberté à des groupes longtemps exclus. En 1656, les Juifs ont été officiellement réadmis en Angleterre pour la première fois. Leur expulsion datait de 1290. Ce renversement extraordinaire a tranquillement commencé à remodeler le tissu culturel de la nation. Alors que l'austérité religieuse définissait son règne intérieur, Cromwell s'est également tourné vers l'extérieur. Il a massivement investi dans la marine, la transformant en une force puissante et moderne. Les actes de navigation interdisaient aux navires étrangers de commercer avec les colonies anglaises. Cela a donné aux marchands anglais des avantages significatifs dans le commerce mondial. Ces politiques ont déclenché des conflits avec les Néerlandais. Cependant, elles ont également établi les fondations de l'Empire maritime anglais. Les entreprises outre-mer dans les Caraïbes et en Amérique du Nord se sont accélérées sous ce programme. Cela a lié les intérêts commerciaux au pouvoir national de manières qui ont résonné bien au-delà de son règne. Cromwell lui-même a montré des contradictions. Bien qu'il ait appliqué des codes moraux stricts, il aimait la musique et gardait des musiciens dans sa maison. Malgré son image de leader puritain sévère, il n'était pas insensible aux goûts et conforts personnels. Ce mélange de rigidité et d'humanité a façonné la façon dont il a été rappelé. Il fut à la fois un tyran et un réformateur. Cromwell est mort en 1658, laissant le protectorat à son fils Richard. Contrairement à son père, Richard manquait de soutien militaire ou d'habileté politique. En moins de 2 ans, la structure s'est effondrée. Cela a plongé l'Angleterre dans une incertitude accrue et a préparé le terrain pour le retour de la monarchie. En 1660, la monarchie est revenue en Angleterre après plus d'une décennie de régime républicain. Charles II, le fils de Charles Ier exécuté, est entré triomphalement à Londres.
Cela faisait suite à 11 ans d'incertitude sous le Commonwealth et le protectorat. Des foules en liesse l'ont accueilli. Un public soulagé a vu dans son retour une rupture avec la guerre civile et le règne militaire. Charles II a rapidement acquis la réputation de monarque joyeux. La dure austérité du gouvernement d'Oliver Cromwell a cédé la place à la réouverture des théâtres. De nouvelles modes sont apparues à la cour et les célébrations ont de nouveau rempli les espaces publics. La musique, le divertissement et même les spectacles élaborés sont devenus les symboles de son règne. Ce changement de ton a marqué une nette division culturelle avec les décennies puritaines. Il a fait de Charles II non seulement un roi, il était aussi perçu comme une figure de libération de la discipline stricte de l'interrègne. Politiquement, Charles II était plus prudent que son père, Charles Ier. Charles II s'est efforcé d'équilibrer son autorité avec l'influence du Parlement. Il a veillé à ne pas répéter les erreurs qui avaient conduit à la guerre civile. Malgré cela, la tension religieuse s'est avérée inévitable. L'Angleterre est restée largement protestante, mais les sympathies catholiques ont persisté à la cour. La suspicion d'influence catholique a alimenté une méfiance continue. Charles II a souvent évité les confrontations dramatiques. Cependant, il a fait des compromis qui ont laissé des doutes persistants sur sa loyauté envers l'établissement protestant. Son règne a traversé des crises qui ont profondément marqué la capitale. En 1665, la Grande Peste a coûté des dizaines de milliers de vies à Londres. C'était la dernière épidémie majeure de peste bubonique en Angleterre. Un an plus tard, le grand incendie de Londres a éclaté en 1666. Celui-ci a détruit de grandes sections de la ville, y compris la cathédrale Saint-Paul et une grande partie du centre médiéval. La reconstruction a transformé Londres avec des rues plus larges et des maisons en briques. Cela a démontré une grande résilience. Cependant, cela a également contraint à des changements sociaux et économiques massifs. Au milieu de ces catastrophes, Charles II a encouragé de nouvelles réalisations. La Royal Society, fondée en 1660, a soutenu le progrès scientifique. Elle a offert une plateforme à des figures remarquables comme Robert Hooke et plus tard Isaac Newton. Cela représentait un virage vers l'enquête empirique et l'expérimentation. Cela a également aligné l'Angleterre sur la révolution scientifique plus vaste qui balayait l'Europe. Derrière l'apparat, Charles II a maintenu des politiques étrangères qui révélaient son pragmatisme. En 1670, il a signé le traité secret de Douvres avec la France. Il a accepté de soutenir Louis XIV. Cela comprenait des promesses de déclarer sa foi catholique. Ce fut une décision profondément controversée dans une nation protestante. Sa position ambiguë a provoqué une inquiétude continue. Les sympathies catholiques ouvertes au sein de la monarchie menaçaient de déstabiliser l'équilibre fragile du gouvernement anglais. Malgré cela, le règne a connu des développements uniques. La cour de Charles II a employé John Flamsteed comme premier astronome royal. L'observatoire de Greenwich a été fondé pour aider à la navigation. Sur un plan plus personnel, il gardait des épagnols de compagnie. Ceux-ci ont plus tard donné leur nom au Cavalier King Charles Spaniel, un héritage durable, quoique inhabituel. Charles II était mort en 1685, se convertissant formellement au catholicisme sur son lit de mort. Son frère Jacques a hérité du trône. Ce moment a immédiatement suscité une intense anxiété dans l'Angleterre protestante. Jacques II était monté sur le trône en 1685. Son règne a immédiatement révélé une peur de longue date au sein de la classe politique anglaise. Contrairement à son frère Charles II, qui avait dissimulé ses sympathies catholiques, Jacques a pratiqué la foi catholique ouvertement et sans déguisement. Pour un pays qui s'était défini par le protestantisme depuis le règne d'Élisabeth, cette ouverture semblait dangereuse. Le Parlement et une grande partie du public craignaient que leur liberté et leur religion ne soient menacées sous un monarque catholique. Jacques pensait pouvoir apaiser cette suspicion en déclarant une tolérance religieuse plus large.
Il a étendu les droits non seulement aux catholiques, mais aussi aux dissidents protestants qui vivaient en dehors de l'Église d'Angleterre. Ce qu'il espérait gagner en loyauté, c'est au contraire retourné contre lui. Beaucoup y ont vu une tentative d'étendre son propre pouvoir au-delà des limites acceptées de la monarchie. La véritable crise est survenue 3 ans plus tard. En 1688, l'épouse de Jacques a donné naissance à un fils en bonne santé, James Francis Edward Stuart. Contrairement à ses filles aînées, Marie et Anne, toutes deux protestantes, ce nouvel enfant devait être élevé dans la foi catholique. Jusqu'à ce moment, de nombreux protestants croyaient que le règne de Jacques pourrait être temporaire. Ils s'attendaient à ce que la couronne passe finalement et pacifiquement à l'une de ses filles. L'arrivée d'un héritier mâle catholique menaçait de sécuriser une dynastie catholique pour l'avenir. Les principaux nobles et politiciens, peu disposés à accepter ce résultat, ont cherché une solution à l'étranger. Ils ont invité Guillaume d'Orange, l'époux protestant de la fille de Jacques, Marie, à intervenir. Guillaume a débarqué en Angleterre avec des forces néerlandaises. Il a été accueilli par beaucoup qui le voyaient comme une garantie pour le protestantisme et les libertés anglaises. Jacques s'est retrouvé abandonné par ses partisans. Il a fui en France sans aucune bataille majeure. Ce changement de pouvoir étonnant et sans effusion de sang est devenu connu sous le nom de Glorieuse Révolution. Elle a assuré la continuité de la monarchie, mais à de nouvelles conditions. En 1689, le Parlement a adopté la Déclaration des droits. Ce document a imposé de fermes restrictions à la monarchie. Il a affirmé la suprématie parlementaire et interdit au roi de suspendre les lois de sa propre initiative. Il a également interdit la levée d'impôts sans l'approbation parlementaire. La Déclaration des droits garantissait également certains droits au sujet. Bien que d'une portée limitée, la Déclaration des droits est souvent considérée comme le fondement de la monarchie constitutionnelle moderne. Elle a défini l'équilibre des pouvoirs pour les siècles à venir. Après le règne conjoint de Guillaume et Marie, la couronne est passée à la sœur de Marie, la reine Anne, en 1702. Son héritage le plus significatif a été l'acte d'union en 1707. Cet acte a fusionné les royaumes d'Angleterre et d'Écosse en un nouvel État, la Grande-Bretagne. Anne a également présidé la guerre de succession d'Espagne. Les forces anglaises, menées par le duc de Marlborough, ont remporté des victoires majeures, notamment à Blenheim en 1704. Pourtant, la vie personnelle d'Anne s'est avérée tragique. Elle a été enceinte au moins 17 fois. Cependant, aucun de ses enfants n'a survécu jusqu'à l'âge adulte. Cela l'a laissée sans héritier. Anne elle-même était profondément dévouée à la correspondance, écrivant constamment à sa confidente Sarah Churchill. L'influence de Churchill sur la reine a façonné la politique de manière complexe. Quand Anne est morte en 1714, la lignée Stuart a pris fin. L'acte d'établissement a assuré que la couronne passait à Georges Ier de la maison de Hanovre allemande. Il a été choisi parce qu'il était protestant. En 1714, la couronne anglaise est passée à un homme qui parlait peu ou pas anglais. Il n'avait jamais vécu dans le pays qu'il était sur le point de gouverner. Georges, l'électeur de Hanovre, dans l'actuelle Allemagne, devint Georges Ier de Grande-Bretagne. Sa prétention au trône ne reposait pas sur la popularité ou la familiarité, mais sur la religion. L'acte d'établissement de 1701 avait interdit à tout catholique de lui succéder. Plus de 50 parents proches de la reine Anne avaient des droits par le sang. Cependant, ils étaient catholiques et donc inéligibles. Georges fut choisi parce qu'il était protestant, bien qu'il fût le 52e dans l'ordre de succession. Ce fut un choix qui changea à jamais la nature de la monarchie. Georges Ier entretint des liens solides avec sa patrie. Il passait souvent des mois à Hanovre. Il s'impliquait rarement de près dans la politique anglaise.
Son manque de maîtrise de l'anglais rendait la communication à la cour difficile. Cela le conduisit à dépendre fortement de ses ministres pour gérer les affaires gouvernementales. Au fil du temps, ces ministres gagnèrent en influence au détriment du monarque. La figure la plus notable fut Robert Walpole. Bien que le titre ne lui ait jamais été officiellement conféré, il fut considéré comme le premier Premier ministre. Walpole domina la politique dans les années 1720 et 1730. Il établit un précédent pour le gouvernement de cabinet qui allait de plus en plus façonner la Grande-Bretagne. Pendant le règne de George, les partisans jacobites de la lignée Stuart exilés tentèrent de regagner le trône. En 1775, James Francis Edward Stuart, le vieux prétendant, rallia des forces en Écosse. Cependant, le soulèvement s'effondra rapidement. Cette défaite confirma le contrôle hanovrien, du moins pour le moment. Les espoirs jacobites ne furent pas éteints. Le règne de George Ier prit fin en 1727. Il mourut subitement lors d'une visite à Hanovre. Une rumeur populaire prétendait même qu'il s'était mangé à mort avec des fraises. En réalité, un accident vasculaire cérébral était bien plus probable. Son fils Georges II hérita du trône et maintint les liens hanovriens. Il poursuivit également de nombreux schémas politiques de son père. Comme Georges Ier, il passa de longues périodes à l'étranger. Les ministres conservèrent le pouvoir au sein du Parlement. Pourtant, Georges II se distingua d'une manière cruciale. En 1743, pendant la guerre de succession d'Autriche, il commanda personnellement des troupes à la bataille du Rallye de Dettingen. Cela fit de lui le dernier monarque britannique à apparaître comme général sur un champ de bataille. Les rois et reines suivants n'assumeraient plus un tel rôle. Un autre défi jacobite arriva en 1745. Charles Edward Stuart, le jeune prétendant, avança profondément en Angleterre. Il était également connu sous le nom de Bonnie Prince Charlie. La rébellion gagna initialement en force, mais elle s'effondra lors de la bataille décisive de Culloden en 1746. Cela mit fin aux espoirs de restauration des Stuarts. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne étendit sa portée mondiale. Elle approfondit son implication en Inde et en Amérique du Nord, jetant les premières bases de l'Empire. Lorsque Georges II mourut en 1760, le véritable pouvoir exécutif s'était fermement déplacé vers le Parlement. Le trône passa à son petit-fils, Georges III. Georges III était un monarque plus connecté à l'identité et à la politique de la Grande-Bretagne elle-même. Georges III accéda au trône en 1760. Il était déterminé à se distinguer de ses prédécesseurs hanovriens. Il voulait être connu comme un roi patriote. Un tel roi vivait en Grande-Bretagne, parlait sa langue couramment et s'impliquait personnellement dans les affaires de la nation. Contrairement à son grand-père et son arrière-grand-père, il ne considérait pas la Grande-Bretagne simplement comme une extension du Hanovre. Au lieu de cela, il la considérait comme sa véritable patrie. Ce sens plus aigu d'appartenance nationale l'aida à gagner en popularité au début. Cependant, il fut également porteur de grandes attentes. Celles-ci devinrent finalement impossibles à satisfaire. L'événement marquant de son règne fut la Révolution américaine. Les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord s'étaient enrichies et étaient de plus en plus mécontentes sous la taxation et le contrôle britannique. Après des années de litiges, la guerre éclata en 1775. Malgré la taille de son empire et la puissance de sa marine, la Grande-Bretagne fut confrontée à des défis logistiques. Elle fit également face à une résistance coloniale déterminée, soutenue par la France. Lorsque le conflit prit fin en 1783 avec la reconnaissance de l'indépendance américaine, la fierté britannique fut gravement ébranlée. Ce fut la première perte territoriale majeure de l'Empire moderne. Cela laissa une empreinte profonde sur les finances et la politique intérieure. Pourtant, le règne de Georges III fut bien plus que cette défaite.
Sur le plan intérieur, il travailla avec un parlement qui gagnait en indépendance vis-à-vis du monarque. Il trouva des alliés en des figures clés comme William Pitt le jeune. Pitt devint premier ministre à seulement 24 ans et dirigea le gouvernement avec une habileté remarquable. L'équilibre entre la couronne, les ministres et le Parlement changea à cette époque. Il évolua vers le système reconnaissable aujourd'hui. Dans ce système, le souverain influençait la politique, mais ne pouvait pas la contrôler totalement. Le roi lui-même dut faire face à des défis personnels. Dès la fin des années 1780, il manifesta des signes de maladie mentale grave. Par moments, il était incapable d'accomplir ses devoirs. La crise de 1788 et 1789 faillit entraîner le transfert du pouvoir à son fils aîné. Bien que George se soit rétabli pendant un certain temps, les crises ultérieures devinrent plus fréquentes. Finalement, il devint totalement incapable. En 1811, la période de la régence commença, son fils régnant, Namgyal Datsai, en tant que prince régent. Son fils devint plus tard Georges IV. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne fut confrontée à des guerres à l'échelle continentale. La Révolution française de 1789 déstabilisa l'Europe. Le conflit opposa bientôt la France révolutionnaire à la Grande-Bretagne. Ces luttes s'étendirent aux guerres napoléoniennes, où la puissance britannique se définit sur mer et sur terre. Les victoires de l'amiral Nelson sur mer et les campagnes du duc de Wellington sur terre forcèrent la défaite finale de Napoléon. Cela assura que la Grande-Bretagne resta une force mondiale. Durant cette même période, l'Empire britannique s'étendit en Inde, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Cette expansion accrut à la fois la richesse et l'influence. Le règne de George dura 60 ans, ce qui en fit le plus long jusqu'au XXe siècle. Il fut également le premier monarque à vivre au palais de Buckingham. Malgré sa réputation de roi fou, il était curieux et érudit. Il entretint une vaste bibliothèque et étudia même la chimie. Vers la fin de sa vie, la cécité et la maladie le laissèrent isolé. Pendant ce temps, la régence brillait par son extravagance, inaugurant une nouvelle phase de l'histoire royale. En 1820, Georges IV hérita formellement du trône. Georges IV prit la couronne après des années passées à agir en tant que régent en raison de la maladie de son père. Son règne s'est souvent moins retenu pour son sens politique que pour son extravagance. Georges dépensa sans compter pour la mode, l'art et l'architecture. Il laissa une empreinte claire sur la culture britannique. Cela malgré son impopularité auprès des ministres et de ses sujets. Son pavillon royal à Brighton demeure l'un des symboles les plus frappants de son goût pour le luxe. Il fut construit dans un style orné et exotique. Pourtant, son mode de vie et ses dettes croissantes contrastaient fortement avec la réalité à laquelle de nombreux Britanniques étaient confrontés. La société était encore aux prises avec la pauvreté et des changements rapides. Lorsqu'il mourut en 1830, son frère cadet monta sur le trône sous le nom de Guillaume IV. Contrairement à Georges, Guillaume cultiva une réputation d'accessibilité. Il se promenait parfois sans escorte parmi le public. Pendant son bref règne, l'une des réformes politiques les plus importantes de l'histoire britannique fut obtenue. L'acte de réforme de 1832 transforma le Parlement. Il redistribua les sièges parlementaires. Il abolit également les bourgs pourris et étendit le droit de vote à une plus large portion de la classe moyenne. Bien qu'il fût loin d'instaurer le suffrage universel, il marqua le premier pas vers une gouvernance démocratique moderne en Grande-Bretagne. Après la mort de Guillaume, en 1837, la couronne passa à sa jeune nièce, Victoria. Son ascension annonça une rupture décisive avec l'indulgence des premiers 5 monarques hanovriens. Le règne de Victoria en vint à incarner la retenue, la moralité et le devoir. Cela se produisit à une époque où le pays progressait rapidement dans l'industrie et l'empire. Son règne commença à l'ère de la fumée et du fer. La révolution industrielle
avait déjà transformé la Grande-Bretagne. Au cours des 60 années suivantes, elle apporterait des inventions étonnantes et des changements radicaux. Les chemins de fer sillonnaient le paysage, reliant villes et cités. Les machines à vapeur alimentaient les usines et les navires. Les populations se déplacèrent, alors que les familles s'entassaient dans les centres urbains. Cela créa à la fois des opportunités et d'immenses tensions sociales. Parallèlement à cette mutation industrielle, il y eut la vaste expansion de l'Empire. L'image de Victoria se répandit à travers le globe, du sous-continent indien à l'Afrique et à l'Asie. Là, l'Union Jack flottait sur des étendues de territoires de plus en plus vastes. Elle devint un symbole unificateur de la puissance britannique outre-mer. Son mariage avec le prince Albert renforça les idéaux de la vie familiale. Ensemble, ils établirent des traditions qui définirent la manière dont la famille royale se présentait. Ces traditions étaient centrées sur la stabilité, le but moral et le service national. Albert promut les arts et les sciences. Victoria s'appuya fortement sur ses conseils jusqu'à sa mort précoce. Sa mort la laissa en deuil pendant des décennies. Les conflits ne furent jamais absents durant son règne. La guerre de Crimée dans les années 1850 opposa les forces britanniques à la Russie. La rébellion indienne de 1857 révéla de profonds ressentiments envers la domination impériale. Plus tard, la guerre des Boers en Afrique du Sud mit à rude épreuve les ressources et la confiance du public. Pourtant, la Grande-Bretagne projeta fièrement son ambition lors de la Grande Exposition de 1851. Elle fut accueillie au Crystal Palace de Londres. Cet événement présenta les réalisations industrielles et culturelles de tout l'Empire. À la fin du siècle, Victoria présidait plus de 450 millions de sujets. Cela représentait un quart de l'humanité. Elle survécut même à 8 tentatives d'assassinat. Elle les consigna calmement dans ses journaux. Lorsqu'elle mourut en 1901, après 63 ans sur le trône, l'ère victorienne prit fin. Cela se produisit à l'apogée de la puissance impériale britannique. Lorsque la reine Victoria mourut en 1901, son fils Édouard VII hérita du trône. Il hérita également des attentes d'une nation entrant dans un nouveau siècle. Son règne, bien que court, donna son nom à l'ère édouardienne. Cette période est souvent rappelée pour son élégance et sa mode, ainsi que pour ses rituels sociaux. Elle marqua également un éloignement visible de la moralité et de la rigidité qui avait caractérisé le long règne de Victoria. Édouard lui-même avait passé une grande partie de sa vie à attendre la couronne. Une fois qu'il l'eut obtenue, il utilisa sa position pour s'engager dans la diplomatie. L'une de ses réalisations les plus importantes eut lieu en 1904 avec l'entente cordiale. Ce fut un accord avec la France qui apaisa des siècles de rivalité. À une époque où la politique européenne penchait vers le conflit, ces relations améliorées aidèrent la Grande-Bretagne à nouer des alliances clés. Ces alliances joueraient un rôle dans la guerre mondiale à venir. L'ère édouardienne refléta également le rythme des changements dans la vie quotidienne. Des automobiles apparurent sur les routes britanniques. Les premiers avions commencèrent à voler. De nouveaux mouvements artistiques défièrent également les styles traditionnels. Cette modernité, cependant, chevauchait d'importants troubles. L'écart entre les élites fortunées et les ouvriers industriels s'accrut. Les grèves devinrent plus courantes. Le mouvement des suffragettes gagna en force, alors que les militantes réclamaient des droits qui leur étaient longtemps refusés. L'éclat des cercles sociaux d'Édouard coexistait avec les voix de ceux qui poussaient au changement. Le style personnel d'Édouard fit également partie de son héritage. Ses choix vestimentaires influencèrent la mode masculine à travers l'Europe. Aujourd'hui encore, une petite encoche parfois cousue sur les poignets de chemise est connue sous le nom de Windsor Notch.
Ceci est un clin d'œil à son autorité vestimentaire. Édouard mourut en 1910, laissant la couronne à son fils, Georges V. Georges V avait fait face à des défis bien plus grands que son père. Le long règne de Georges V, de 1910 à 1936, plaça la monarchie au cœur de bouleversements mondiaux. La Première Guerre mondiale fut le plus significatif de ces événements. Elle a non seulement mis à l'épreuve la résilience de la Grande-Bretagne, elle a aussi exposé la monarchie à des pressions inédites. Le sentiment anti-allemand était très fort. En 1917, Georges V fit le choix symbolique de changer le nom de la famille royale. Il le modifia de la forme germanique Saxe-Cobourg et Gotha à Windsor. Cet acte créa une nouvelle identité dynastique qui perdure aujourd'hui. Socialement, la Grande-Bretagne elle-même connaissait des changements rapides. Le Parti travailliste devint une force politique sérieuse, soutenue par la classe ouvrière. Le mouvement suffragiste poussa la Grande-Bretagne à accorder le droit de vote aux femmes. La longue lutte de l'Irlande pour l'indépendance créa également d'importants bouleversements politiques. Cela conduisit finalement à la partition de l'île. La monarchie devait rester visible tout en étant politiquement neutre. Elle conciliait la tradition avec un public qui se considérait de plus en plus comme des citoyens plutôt que des sujets. Pendant les années 1920 et 30, des crises ont mis ces pressions en évidence. La grève générale de 1926 en est un exemple. La dépression mondiale a également contribué à ces pressions. Pour renforcer les liens avec le public, Georges V utilisa les nouvelles technologies. En 1932, il prononça le premier message royal de Noël à la radio. Il s'adressa directement à des millions de personnes dans leur foyer. Cela marqua une relation entièrement nouvelle entre le monarque et ses sujets. Georges V mourut en 1936, laissant son fils Édouard VIII hériter du trône. La tempête qui suivit l'accompagna. En janvier 1936, Édouard VIII devint roi après le décès de son père, Georges V. Son règne ne s'est pas rappelé pour des réformes législatives ou des conflits militaires. Il est plutôt rappelé pour une décision personnelle qui causa une crise constitutionnelle. Édouard était tombé amoureux de Wallis Simpson, une Américaine déjà divorcée une fois. Elle était alors en instance de second divorce. Pour l'Église d'Angleterre, que le monarque dirigeait, cela était inacceptable. Le gouvernement refusa également de soutenir le mariage. Il craignait les implications que cela aurait tant au niveau national qu'à travers l'Empire. Les valeurs conservatrices y restaient dominantes. Édouard ne voulut pas choisir entre Wallis et son trône. Il abdiqua après moins d'un an de règne. Il devint duc de Windsor et vécut une grande partie de sa vie en exil. Cela laissa la Grande-Bretagne avec un roi qui n'avait régné que pendant 11 mois. Le trône passa alors à son jeune frère Albert. Albert prit le nom royal de George VI. De nature réservée et affligé d'un bégaiement prononcé, George n'avait pas été élevé pour devenir roi. Son tempérament tranquille contrastait fortement avec la confiance de son frère. Cependant, les circonstances le forcèrent à s'adapter rapidement alors que l'Europe glissait vers la guerre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en 1939, George VI devint une figure centrale. Il aida à soutenir le moral national. Lui et son épouse, la reine Élisabeth, refusèrent de quitter Londres pendant le Blitz. Cela fut vrai même lorsque le palais de Buckingham fut bombardé. Ils visitèrent Nantes et quartiers endommagés par les bombes et serrèrent la main des personnes dans les abris. Ils présentèrent une image de sacrifice partagé qui trouva un écho auprès du public. Dans la vie politique, George travailla en étroite collaboration avec Winston Churchill, qui devint Premier ministre en 1940. La Constitution exigeait que le monarque reste au-dessus de la politique. Cependant, l'alliance en temps de guerre entre le roi et le Premier ministre s'avéra vitale. Ensemble, ils représentèrent la stabilité,
inspirant la foi pendant les années les plus sombres de la Grande-Bretagne. Les discours de George VI lui étaient souvent difficiles en raison de son trouble de l'élocution. Néanmoins, ils furent perçus comme de puissants actes de solidarité. Les années d'après-guerre furent encore plus difficiles pour la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne fut confrontée au rationnement jusqu'à la fin des années 1940. Les industries luttaient pour se redresser. Les dépenses de l'Empire pesaient lourdement. La décolonisation commença, notamment avec l'Inde qui obtint son indépendance en 1947. Cela mit fin à ce qui avait été appelé le joyau de la couronne. La Grande-Bretagne entra dans une nouvelle phase où sa domination mondiale commença à s'estomper. George VI présida cette transition significative. En 1939, avant la guerre, George VI avait entrepris une tournée nord-américaine. Il devint le premier monarque britannique régnant à visiter le Canada et les États-Unis. Ce voyage renforça les liens transatlantiques. Il établit un précédent pour le rôle de la monarchie dans la diplomatie internationale. Loin des devoirs d'État, George V poursuivait son passe-temps de la collection de timbres. Sa collection était évaluée comme l'une des plus grandes existantes. Elle fait toujours partie de la collection philatélique royale aujourd'hui. En 1952, George était épuisé par des années de stress et de mauvaise santé. Sa mort à seulement 56 ans en choqua beaucoup. La couronne passa alors de manière inattendue à sa fille Élisabeth, âgée de seulement 25 ans. Cela marqua le début du plus long règne de l'histoire britannique. Elizabeth Alexandra Mary Windsor devint reine à seulement 25 ans. Cela fit suite à la mort subite de son père, George VI. Peu de monarques avaient accédé au trône à un si jeune âge. Elle allait régner plus longtemps que n'importe lequel de ses prédécesseurs. Ses premières années en tant que reine furent définies par un défi important. Elle dut guider une monarchie enracinée dans des traditions anciennes. Cette tâche survint alors que le monde se modernisait à une vitesse qu'aucun souverain britannique n'avait jamais connue. L'un des changements immédiats vint avec la décolonisation rapide de l'Empire britannique. Au cours de sa première décennie, plus de 20 nations obtinrent leur indépendance. Celles-ci incluaient l'Inde, le Pakistan, le Ghana et le Nigeria. Alors que le rôle de la Grande-Bretagne sur la scène mondiale changeait, Élisabeth se positionna non pas comme une souveraine impériale. Au lieu de cela, elle devint un chef symbolique du Commonwealth. La monarchie elle-même commença à s'adapter aux nouvelles formes de médias sous sa direction. Son couronnement en 1953 fut le premier à être télévisé. Des millions de personnes à travers le monde le regardèrent. Cet événement établit un précédent pour les événements royaux diffusés directement dans les foyers des gens. Au fil des décennies, la télévision, puis Internet, placèrent la monarchie sous un examen public constant. Cependant, ces médias donnèrent également à Élisabeth l'occasion d'apparaître visible et accessible. Elle réussit cela d'une manière que ses prédécesseurs n'avaient jamais connue. Son règne a coïncidé avec des périodes de crise et de transition pour la Grande-Bretagne. En 1956, la crise de Suez révéla le déclin de la domination impériale britannique. Elle a également tendu ses relations avec ses alliés. Face à de tels défis, Élisabeth continua de servir de source de stabilité. Elle maintint soigneusement sa neutralité politique. Elle incarna également la continuité à une époque où les affaires mondiales devenaient de plus en plus imprévisibles. Sa position a non seulement résisté aux guerres et aux bouleversements politiques, elle a aussi résisté aux épreuves personnelles et publiques. Les années 1990 furent particulièrement turbulentes. Les divorces royaux firent la une des journaux, mais des critiques généralisées suivirent le décès de la princesse Diana en 1997. Malgré ses revers, Élisabeth travailla sans relâche pour moderniser l'image de la famille. Elle rationalisa ses finances. Elle a également remodelé les attentes du public quant à ce que la monarchie représentait.
Son dévouement au service ne faiblit jamais. Au cours de sa vie, elle mena plus de 21 000 engagements publics. Elle maintint des audiences hebdomadaires avec 15 premiers ministres successifs. Ceux-ci allèrent de de Winston Churchill au début des années 1950 à Liz Truss en 2022. Sa longévité lui conféra un rôle que peu de personnes dans l'histoire ont égalé. Elle a été témoin de la guerre froide, de l'ère spatiale et de la révolution numérique. Elle a également vu le tournant d'un nouveau millénaire. Son règne de 70 ans et 214 jours a surpassé celui de chaque monarque de l'histoire britannique. Cela incluait la reine Victoria en 2015. Sa volonté personnelle de s'engager avec la technologie est moins connue. En 1976, dans une base militaire, elle envoya son premier courriel. Cela se produisit des décennies avant que Internet ne devienne courant dans les foyers. Élisabeth II mourut en septembre 2022. Son décès fut marqué par un déversement mondial de respect. Le trône passa sans perturbation à son fils, Charles III. En septembre 2022, la Grande-Bretagne connut son premier changement de monarque. Cela fut après plus de 70 ans de règne d'Élisabeth II. Charles III, par le fils aîné de la défunte reine, accéda au trône. Il avait 73 ans, ce qui en faisait le monarque le plus ancien à commencer un règne dans l'histoire britannique. Sa transition vers la royauté survint à un moment délicat. Pour beaucoup, Élisabeth avait été une présence constante au cours de décennies de bouleversements. La continuité de la couronne dépendait de Charles. Il devait assumer un rôle qui équilibrait les attentes du public avec les pressions d'une nouvelle ère. L'accession fut décrite comme étant sans heurts. Cela reflétait non seulement la préparation au sein de la monarchie. Cela montrait aussi un désir public de stabilité. En 2023, son couronnement officiel eut lieu à l'abbaye de Westminster. Ce fut une cérémonie empreinte de tradition, mais adaptée à un public moderne. Le service intégra des éléments interconfessionnels, reconnaissant la diversité religieuse de la Grande-Bretagne. Il mit également l'accent sur les thèmes de la gérance environnementale. Les rituels médiévaux de la couronne, de l'orbe et du sceptre furent maintenus. Cependant, des ajustements minutieux montrèrent que la monarchie cherchait à puiser dans ses racines anciennes. Elle reconnaissait également une société en mutation. Pour Charles, ce mélange symbolisait le défi de son règne. Il devait préserver tout en s'adaptant. Il visait aussi à honorer la tradition sans paraître décalé par rapport au présent. Bien avant de devenir roi, Charles avait bâti sa réputation sur les préoccupations environnementales. Dans les années 1970, il donnait déjà des discours sur la pollution, l'agriculture biologique et la durabilité. À l'époque, ces sujets n'étaient pas considérés comme centraux dans le débat public. Au fil des décennies, il développa des projets axés sur l'architecture, le développement communautaire et la conservation. Cet héritage façonne maintenant la manière dont il a positionné sa monarchie. Il met souvent en lumière l'action climatique lors des événements officiels. Il la recadre comme un devoir moral pour les générations futures. En même temps, la monarchie sous Charles doit rester pertinente. Cela est dans un monde plus sceptique vis-à-vis du pouvoir hérité. Les discussions publiques se sont tournées vers les coûts d'entretien de la maison royale. Charles a parlé de réduire sa taille. Pourtant, même s'il œuvre à rationaliser les opérations, l'institution s'est toujours confrontée à des controverses récurrentes. Celles-ci sont amplifiées par l'attention constante des médias. Le débat sur la question de savoir si la monarchie doit rester centrale dans la vie britannique fait toujours partie de l'arrière-plan de son règne. Hors de Grande-Bretagne, l'avenir de la couronne est également remis en question. Les mouvements républicains en Australie, en Jamaïque et au Canada ont gagné en visibilité. Certains gouvernements ont suggéré des référendums sur le maintien du monarque comme chef d'État. Ces défis soulignent la fragilité du lien du Commonwealth.
Ce réseau reposait autrefois fortement sur la loyauté personnelle envers Élisabeth II. Charles doit naviguer dans ce paysage incertain à un moment où l'identité mondiale est en mutation. Au-delà de la politique, il a des passions plus personnelles. Charles est un aquarelliste talentueux. Ses œuvres ont été exposées et vendues pour de grandes sommes. Cela fait de lui l'un des peintres royaux vivants les plus commercialement réussis. Son règne, cependant, ne sera pas jugé par l'art. Il sera jugé par la capacité de la monarchie à conserver un sens au XXIe siècle. Pendant plus de 1000 ans, des rois sont tombés, des couronnes ont changé de main, des empires se sont effondrés. Pourtant, la monarchie a perduré, le pouvoir a changé, mais l'institution s'est adaptée, survivant aux guerres, aux révolutions et aux réformes. Étudier la monarchie, c'est comprendre comment l'autorité évolue sans jamais vraiment disparaître. Abonnez-vous pour explorer la montée, la chute et la réinvention du pouvoir à travers les âges.